Damas. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 13 décembre 2017 pour le cours d'Henri Laurence, Les crises d'Orient, le Moyen-Orient à partir de 1914. Aujourd'hui, les deux événements traumatiques pour les nationalismes turcs et arabes. Je vous ai laissé la dernière fois, après le combat de Maysalun et l'entrée des troupes françaises à Damas. Et ce n'est que le 7 août que Gouraud fait son entrée à Damas. Et il faut dire qu'en quelques mois, disons à la fin de l'année 20, début 21, le reste de la Syrie est conquis par les troupes françaises. Et dans la foulée aussi, les Français prennent le contrôle du Jabal Ramil, c'est-à-dire l'actuel Liban Sud, du Oran et du Golan. La question que se pose Gouraud, c'est de savoir s'il ne doit pas continuer et entrer en Transjordanie, puisqu'après tout, la Transjordanie fait partie de l'OETA, c'est-à-dire des territoires ennemis occupés, que détenait Faisal. Mais les Britanniques s'y opposent parce qu'ils ont besoin de la Transjordanie, on l'a vu, pour maintenir la continuité territoriale entre la Palestine et la Mésopotamie. Néanmoins, les coûts d'administration de la Transjordanie sont considérés comme assez lourds et donc Londres ne pousse pas à une administration de ce territoire. Donc, ce chose qu'on en envisage en 1920, c'est simplement un gouvernement d'indigènes, de tribus indigènes, encadré par quelques officiers politiques britanniques. Alors, ce qui est plus important pour l'avenir du Proche-Orient, c'est les décisions que prend Gouraud dès le 3 août 1920, puisqu'il publie un arrêté rattachant les 4 arrondissements, les Khazars, de la Bekaa au territoire autonome du Mont-Liban. Le 31 août, il publie un nouvel arrêté qui, je cite, restitue au Liban ses frontières naturelles. C'est lui, donc Gouraud, qui fixe pratiquement tout seul les contours du Liban dans ce mois d'août 1920, et qu'en même temps il divise la Syrie en 2 États, l'un de Damas et l'autre d'Alep. Et le 1er septembre 1920, à la résidence des Pins, siège du Haut Commissariat, Gouraud proclame la création de l'État du Grand Liban, avec un magnifique discours évoquant la construction d'une patrie libanaise qui regrouperait à égalité tous ses enfants, quelles que soient les religions et les confessions. Alors il dit évidemment qu'il y a encore des conseillers français, mais c'est pour le temps que l'évolution du peuple libanais arrivera à maturité. Donc dans les décisions de Gouraud, c'est lui pratiquement qui a fixé la frontière, à partir évidemment du principe que la Palestine ira de Dan à Beersheba. C'est lui un peu qu'on doit la curiosité de ce qu'on appelle le doigt de Galilée, c'est-à-dire le fait que l'ultime définition se passe par la volonté française qu'il n'y ait aucune colonie juive dans le mandat français. Alors, comme dans ce secteur de la Galilée, il y a des colonies juives, on crée donc ce fameux doigt de Galilée pour éviter que les Français aient à gérer des colonies sionistes à l'intérieur de leur mandat. Je rappelle, pour les coloniaux français, le sionisme est une invention allemande utilisant des Russes communistes au service de la Grande-Bretagne. Donc à peu près tout pour plaire. Et en plus, c'est contraire évidemment à l'assimilationnisme de l'Alliance israélite universelle. Mais il faut dire que les Français détestent aussi le nationalisme arabe,
Et donc, durant toute l'entre-deux-guerres, il y aura toujours des polémiques franco-britanniques. Enfin, régulièrement, les Français diront aux Britanniques, vous avez ouvert la boîte de Pandore, vous avez créé le sionisme et le nationalisme arabe, on n'est pas sorti de l'auberge avec. Bon, encore un siècle après, on pourrait dire des choses comme ça. Mais en tout cas, évidemment, très tôt, dès 1920, si vous voulez aussi, le comportement français au Levant va être modelé par l'Afrique du Nord. Il y a au Levant cette chose dangereuse qui est en train d'émerger, qui est un mouvement nationaliste arabe, et il faut surtout éviter la contagion à l'Afrique du Nord française. Donc ça, c'est le grand leitmotiv de la pensée coloniale française, le mandat français. C'est un cul-de-sac. C'est pas le système britannique qui, lui, est une ouverture, une voie de passage. Donc si on est dans le cul-de-sac, c'est parce qu'on veut éviter la contagion des mauvaises idées à l'Afrique du Nord. Alors donc ça, c'était Maï Saloun, le premier cauchemar du nationalisme. Donc ça, c'est pour les Arabes, c'est Maï Saloun. Et pour les Turcs, évidemment, c'est Sèvres. Donc, San Remo avait terminé la rédaction du traité avec les Ottomans. Et il est intéressant de noter que dans le texte de la rédaction du traité, on utilise à la fois le terme Turquie et gouvernement ottoman, alors que Turquie n'était jamais un titre officiel. C'était une pratique géographique d'appeler l'Empire ottoman la Turquie, mais juridiquement, il n'y avait que le gouvernement ottoman, tandis que déjà en 1920-21, le terme Turquie devient d'un usage courant, y compris dans les documents officiels. Alors, dans ce cadre de traité qui va devenir le traité de Sèvres, on voit sur la carte ici que la Thrace passe à la Grèce. Vous avez ensuite une zone internationalisée sous contrôle allié le long des détroits de la mer de Marmara. Ensuite, vous avez la Cilicie qui passe aux Français, ça on l'a vu. Mossoul qui passe aux Anglais dans le Vilayet dans l'Irak. Le Dodécanèse qui reste aux Italiens. Les régions où domine l'élément kurde situé à l'est de l'Euphrate, au sud de la frontière méridionale de l'Arménie. Mais comme on ne sait pas où est la frontière méridionale de l'Arménie, c'est un peu plus compliqué. Et au nord de la frontière de la Turquie avec la Syrie et la Mésopotamie, recevront une autonomie locale avec une protection garantie des Assyro-Chaldéens et autres minorités religieuses. Donc ça, c'est la région peuplée théoriquement par les Kurdes. Et au bout d'un an, si la population le demande, on constituera un État indépendant qui sera un État kurde. Smyrne et sa région resteront sous souveraineté ottomane, mais seront administrés par la Grèce, et la Turquie devra reconnaître l'Arménie comme un État libre et indépendant, et comme on a vu, les frontières de l'Arménie doivent être fixées par un arbitrage du président Wilson. Donc ça laisse une obscurité sur les contours de l'Arménie et sur la carte finale. Le traité fixe les conditions de changement de nationalité, puisque si l'Empire ottoman disparaît, il faut que les habitants de l'Empire ottoman se redispersent dans les différents États successeurs. Donc il y a tout un mécanisme de droit d'option, de savoir qui se trouve où. Est-ce que ce qui compte, c'est le lieu de résidence ou le lieu de naissance? Enfin, vous imaginez très bien les dossiers juridiques de l'option des nationalités. Et une fois que l'option de nationalité sera faite, si on réside dans un autre pays que celui dans lequel on a opté, on doit quitter le pays. Et de façon plus générale, dans l'article 142, considère qu'en raison du régime terroriste ayant existé en Turquie depuis le 1er novembre 1914, je pense que c'est la première fois que le terme terroriste apparaît dans un texte juridique, mais terroriste au sens de terreur d'État. Les conversions à l'islamisme n'ont pu avoir lieu normalement. Aucune conversion ayant eu lieu depuis cette date n'est reconnue et toute personne non musulmane avant le 1er novembre 14
sera considérée comme restée telle, à moins qu'après avoir recouvré sa liberté, elle ne remplisse de sa propre volonté les formalités nécessaires pour embrasser l'islamisme. Donc là, vous voyez, enfin, islamiste au sens d'islam, puisque c'est encore le terme du XIXe siècle que l'on retrouve dans le document. Là, évidemment, c'est toute la question de ces femmes et des enfants, et parfois aussi de quelques hommes qui ont été convertis plus ou moins de force à l'islam au moment du génocide de 1915. Et l'article 143 énonce que dans les 6 mois qui suivront la mise en vigueur du traité, la Grèce et la Turquie établiront un accord spécial visant à l'immigration réciproque et spontanée des populations de race turque et grecque des territoires transférés à la Grèce ou restant ottoman respectivement. Et s'ils ne sont pas spontanés, on les forcera par arbitrage de la Société des Nations. Donc déjà, dans le traité dit de Sèvres, les transferts de population sont prévus. L'armée ottomane est dissoute, il n'y aura plus que des forces de police et de gendarmerie, et puis bon, toutes les questions techniques compliquées, comme la dette ottomane que tous les États successeurs de l'Empire ottoman doivent se partager. Alors, le problème de ce traité de Sèvres, parce qu'il a été signé à la manufacture de porcelaine de Sèvres, le 10 août 1921, c'est que tout le monde le pense impossible dès sa signature, tout simplement parce que on n'a pas les forces militaires nécessaires pour l'imposer sur le terrain. Alors, Lloyd George pense que la solution technique possible, c'est de laisser aux Grecs le soin d'occuper l'Anatolie et de mettre fin à l'insurrection kémaliste. Et donc, à la mi-juillet 1920, l'armée grecque occupe la Thrace, la Turquie d'Europe, si vous voulez, et d'autre part, tout l'espace entre la mer de Marmara et Smyrne. Donc, on va chercher une solution politique parce que les kémalistes, eux, refusent évidemment le traité dit de Sèvres, et donc, en réalité, l'Anatolie est à feu et à sang depuis déjà un certain nombre de mois. Et le gouvernement qu'on appelle le gouvernement d'Angora, à l'époque en français, puisqu'Angora deviendra un peu plus tard dans la langue française Ankara, exige le monopole de la représentation turque dans les négociations. Et finalement, au début de 1921, on a vu par ailleurs, les kémalistes ont maintenant à peu près toutes les cartes en main, puisqu'ils ont mis fin aux forces arméniennes en Anatolie et ils ont fait la jonction dans le Caucase avec l'armée rouge. Donc il n'y a plus de front arménien et ils peuvent se retourner contre les Français et contre les Grecs. Alors, on cherche, quand vous avez des conflits, des morts, etc., la diplomatie internationale, elle fait des conférences pour essayer de trouver des solutions politiques. Et donc, la conférence importante, c'est la conférence de Londres, en fin février 1921, et les kémalistes s'en tiennent à leur programme maximaliste, c'est-à-dire la totalité de l'Anatolie à la Turquie. Et en mars 21, il est clair que le traité de Sèvres est mort-né. D'ailleurs, il n'a été ratifié par personne. Donc, la solution sera malheureusement une solution militaire. Et dans cette situation militaire, la France et l'Italie se sont retirés du jeu. Ils ont proclamé leur neutralité dans le conflit opposant les Grecs et les kémalistes. Alors, dans toute cette période, un faire-part, si vous voulez, pas un faire-part de naissance, parce qu'il était déjà né un peu avant, mais il s'est déplacé géographiquement, c'est le Moyen-Orient.
Je vous rappelle que jusqu'en 1914, le Moyen-Orient, c'était en gros l'espace de protection de l'Empire britannique de l'Inde dans l'océan Indien, et ça allait donc jusqu'au golfe Persique. C'est ça qu'on appelait le Middle East. Et l'Angleterre, comme les Français, mais avec beaucoup plus de difficultés administratives, ont essayé d'avoir un organe de gestion centralisé des questions d'Orient, en quelque sorte, durant la Grande Guerre. En France, vous aviez, je le rappelle, la commission interministérielle des affaires musulmanes. Alors, l'Angleterre avait eu un Eastern Committee qui avait été dirigé par Lord Curzon durant la guerre, puis ensuite Interdepartmental Conference on Middle Eastern Affairs en 1919, donc comité interdépartemental sur les affaires du Moyen-Orient, toujours dirigé par Curzon, mais en réalité, ce comité s'était peu réuni parce que c'était Lloyd George à Paris qui gérait directement les dossiers. Mais cette gestion par comité va conduire au glissement progressif du Moyen-Orient de l'océan Indien vers la Méditerranée. Comme on disait à l'époque, le Moyen-Orient, c'est l'espace qui sépare les services départementaux britanniques. C'est-à-dire entre l'India Office, le Colonial Office, le Foreign Office, Londres et Bombay, ainsi que le Caire. Donc on a 7 ou 8 instances de décision et tout le monde décide à la fois, ce qui provoque une pagaille noire dans la prise de décision britannique. Donc au Foreign Office, à l'époque de Curzon, on évoque en 1920 la centralisation de l'ensemble des dossiers de la région dans un service qui serait au Foreign Office, donc au ministère des Affaires étrangères, et qui serait un Middle East Department. Et Curzon approuve cette idée, puisque ça ne fera que renforcer son pouvoir sur les autres instances de gouvernement. Il faut dire que la situation britannique devient de plus en plus difficile. On a vu qu'après Baïs Saloun, les Britanniques n'ont plus de contact avec les nationalistes arabes. En Égypte, ils ont des problèmes avec les nationalistes égyptiens. En Irak, ça va pas mieux. Alors, ils commencent à envisager une solution de mettre un hachémite à la tête de l'Irak, mais le problème, c'est que les hachémites et les wahhabites d'Arabie centrale sont complètement opposés les uns les autres. Quant aux hachémites, au moment du royaume arabe, une partie des officiers ex-irakiens, enfin ex-ottomans, mais qui étaient d'origine irakienne, qui avaient rejoint Faisal, ils avaient compris qu'ils n'avaient plus d'avenir dans le gouvernement arabe de Damas, parce qu'on les considérait comme des étrangers à Damas, et donc ces officiers s'étaient regroupés sur l'Euphrate à Deir ez-Zor pour préparer l'organisation d'une insurrection irakienne contre les Britanniques, moyen pour eux de rentrer dans le pays et de s'imposer. Mais en même temps, les chiites préparent une autre insurrection, toujours contre les Britanniques, à partir des villes saintes, et c'est leur insurrection qui démarre et pas celle préparée par les officiers qui prennent en quelque sorte le train en marche. Ce qui explique que ce qu'on va appeler la révolution irakienne de 1920, qui commence le 30 juin 1920, est un mouvement qui réunit aussi bien sunnites que chiites contre la domination britannique. Et en quelques semaines, les Britanniques perdent le contrôle du moyen Euphrate, puis ensuite du sud de la Mésopotamie, la région de Basra, peuplée de chiites, et enfin, les régions kurdes sont en dissidence. Du coup, malgré les finances en lambeaux de l'Empire, il faut faire un gros effort militaire et les Britanniques arrivent à mettre en ligne 100 000 soldats en Irak pour restaurer leur autorité,
grâce aussi au matériel moderne, exactement comme Gouraud en Syrie. Hein. Ce qui permet aux Européens de remporter en 1920, c'est les avions et les tanks. C'est-à-dire toute la panoplie moderne issue de la Grande Guerre. Les pertes britanniques s'élèveront à 2500 hommes, essentiellement des Indiens, enfin des troupes indiennes, et les Irakiens à 8500 tués. Mais c'est surtout le coût financier qui a terriblement impressionné les Britanniques. Donc une occupation sur le mode de l'Inde, c'est plus possible. Il faut gouverner par les indigènes, ça coûte moins cher. Et donc dès novembre 1920, c'est une date capitale, les Britanniques forment un gouvernement provisoire à Damas, complètement composé de notables sunnites, aucun chiite, de rang dans ce gouvernement provisoire. Et en même temps, on autorise le retour des anciens officiers de l'armée ottomane. Donc c'est à peu près 650 officiers, 200 qui ont servi dans le royaume arabe et 450 au trajet multiple. Mais ça fait donc 650 officiers qui ont une expérience de la guerre, qui ont une certaine expérience de l'État. Ce sont des gens qui ont traîné leur guêtre avec les jeunes Turcs depuis 1908. Hein, c'est 650 officiers. Ceci est important parce que ça explique qu'en Irak, il y aura un héritage ottoman de cadres supérieurs qu'il n'y aura pas en Syrie. Il n'y a pas des 650 officiers en Syrie qui se retrouveront dans l'Irak dans l'entre-deux-guerres, soit dans la politique, l'administration, ou encore dans l'armée. Alors, la révolte irakienne et l'effondrement du royaume arabe ont marqué l'échec de la politique britannique, qui n'a plus donc de relais arabe. Le roi Hussein du Hedjaz refuse de reconnaître les traités de la guerre, et à Londres, T. Lawrence, redevenu petit universitaire, lance une campagne médiatique dans la presse britannique contre une politique en Irak qui, dit-il, tue plus que celle des Ottomans, puisqu'après tout, Lawrence explique, les Turcs tuaient en moyenne annuelle 200 personnes, les Britanniques 10 000. À ce rythme-là, il restera bientôt plus d'Irakiens. Donc, ça fait mal, mais surtout, il insiste sur ce qui fait très mal, c'est-à-dire les sommes colossales dépensées pour tenir l'Irak. Puisque les dépenses normales d'occupation britannique étaient de 18 millions de livres sterling, et le coût de l'insurrection, c'est 9 millions de livres sterling, ce qui fait donc une dépense globale en 1920 de 27 millions de livres sterling, alors qu'à titre de comparaison, le projet de réduction du budget militaire britannique lancé par Lord George est de plafonner au bout de quelques années les dépenses militaires britanniques à 110 millions de livres sterling. Donc vous voyez qu'en gros, l'Irak coûterait près du quart du budget militaire britannique. Ce n'est pas tenable. Alors on avait estimé avant Meyssaloun qu'on pourrait mettre le frère aîné de Faisal sur un trône d'Irak, Abdallah, mais Abdallah avait une mauvaise réputation chez les Anglais. C'était un bon négociateur, incontestablement, mais il était paru paresseux durant la guerre et surtout dépensier, gâchant tout l'argent que les Britanniques lui avaient donné. Donc il n'était pas considéré comme quelqu'un de très sérieux, contrairement à Faisal, pour qui les Britanniques ont un sentiment de culpabilité puisqu'ils l'ont abandonné devant les Français. Et Faisal s'était réfugié en Italie et avait annoncé qu'il irait ensuite à Londres, mais les Français avaient dit qu'ils s'y opposeraient, d'où le fait que Faisal avait interdiction de traverser le territoire français pour aller à Londres. Donc il fallait qu'il fasse un grand tour pour arriver dans les Pays-Bas, pour aller là-bas.
Alors du coup, on lui avait aussi interdit d'aller en Suisse. Parce qu'en Suisse, il y avait des tas de gens dangereux, des tas de jeunes Turcs en exil, des pans islamistes, et il y avait la SDN. Et donc, finalement, c'est par la Belgique que Faisal s'est rendu en Autriche, Allemagne, puis Belgique, pour aller à Londres, officiellement pour discuter du Hedjaz au nom de son père. Mais c'est dans ce contexte, en décembre 1920, que le Abdallah pénètre en Transjordanie avec quelques compagnons, annonçant son intention d'aller combattre les Français en conjonction avec les kémélistes. Évidemment, c'est absolument risible. Les quelques dizaines de compagnons d'Abdallah, c'est rien par rapport à l'armée française du Levant. Mais c'est surtout dans le style « arrêtez-moi, sinon je fais un malheur ». Et le malheur, c'est que les Français exaspérés pénètrent en Transjordanie, dans la zone britannique. Et donc, Abdallah fait comprendre que il pourrait rester tranquille quelque temps en attendant les décisions qui sortiraient du séjour de son frère à Londres. Alors, en tant que ministre de la guerre et de l'aviation, Winston Churchill est persuadé qu'en raison de ses capacités de bombardement et de transport, l'aviation peut suppléer au moindre coût à la présence de troupes terrestres en nombre. Et il avait proposé l'usage de gaz de combat pour mettre fin à l'insurrection irakienne en 1920. Et il s'est rapidement convaincu que la responsabilité de la crise irakienne repose sur la gestion directe des Anglo-Indiens, et il se rend compte que la Grande-Bretagne n'a plus d'alliés locaux, et il faut en finir avec ce budget exorbitant des dépenses, puisque le coût cumulé de l'Égypte, la Palestine et la Mésopotamie, c'est 37 millions de livres sterling, ce qui est insupportable pour la finance britannique. Donc il faut créer un organisme unique. Alors après un dernier combat d'arrière-garde de Curzon, c'est Churchill qui l'emporte avec la création le 31 décembre 1920 d'un Middle East Department au sein du Colonial Office. Et dans la foulée, Churchill quitte le portefeuille de la guerre pour prendre celui du Colonial Office, et il prendra ses fonctions le 15 février 1921. Et au Middle East Department, son principal conseiller sera Thomas Edward Lawrence, qui revient sur la scène du... Alors, le Middle East Department a pour compétence la Palestine et l'Irak, c'est-à-dire les mandats de la SDN, plus Aden et une partie du Golfe. Le Foreign Office conserve la gestion de l'Égypte et du Hedjaz, et l'Indian Office conserve une partie des responsabilités de la Perse et du Golfe, puisque chaque ministère défend toujours son morceau de beefsteak, si j'ose dire. Donc le but fondamental de Churchill, c'est de réduire les dépenses. Vous avez toute une littérature assez stupide faite par des gens d'esprit plutôt néoconservateurs ces dernières décennies pour expliquer que Churchill avait fait des bêtises extraordinaires entraînant l'Irak et le Moyen-Orient contemporain, alors qu'un bon empire britannique classique aurait fait les choses. Mais le problème, c'est que les Britanniques n'avaient pas les moyens financiers de cette politique. Et donc, Lawrence est très suivi par Churchill, parce que Lawrence lui promet de trouver le moyen de gouverner le Moyen-Orient au moindre coût. Dès lors, on va régler tous les contentieux locaux issus de la Grande Guerre, et
très rapidement, l'accord se fait sur le fait qu'on va désigner Faisal comme roi d'Irak. Alors on l'a sondé lors du passage à Londres, et il faut dire que Faisal s'est laissé facilement convaincre de prendre le trône d'Irak à la place de son frère Abdallah. Mais le problème, c'est l'opposition totale de la France à un tel projet. Et donc, Lord Curzon explique à l'ambassadeur de France à ce moment-là. Lord Curzon admet que ce personnage, comme le déclare le général Gouraud, a trahi la France et nous a offert de trahir l'Angleterre. Mais, dit-il, cela n'a aucune importance, tous les indigènes étant toujours prêts à trahir tous les Européens. Sa seule préoccupation est d'arrêter les frais en Mésopotamie et d'y parer le moins mal possible aux graves difficultés que l'Angleterre y rencontre. Si les populations manifestent le désir d'être gouvernées par un fils du Seine, quel qu'il soit, ou par tout autre personnage, le gouvernement anglais ne pourra pas s'y opposer. D'autant plus que c'est lui qui va choisir la personne que les Irakiens vont choisir spontanément. Et donc, Churchill, sous le conseil de Lawrence, réunit au Caire tous les responsables du Proche-Orient. Non pas pour définir les lignes de la politique, elles ont déjà été fixées des grandes lignes, il faut préciser les détails, mais surtout pour que tout le monde soit une fois pour toutes d'accord et que se finissent ces querelles permanentes entre les différents départements administratifs qui gèrent la région. Donc, c'est la fameuse conférence du Caire qui réunit tous les responsables britanniques du Proche-Orient. Donc, comme ils sont à peu près 40, Churchill les a surnommés les 40 voleurs. Donc, il est décidé que, 1, Faisal deviendra roi d'Irak, et 2, on va remplacer l'armée de terre britannique par l'aviation qui bombardera toute révolte indigène. Et ensuite, on discute de la réduction des coûts. En gros, en 1 à 2 ans, le budget de l'Irak doit passer de 26 millions de livres sterling à 6 millions de livres sterling. Autre décision, sous le conseil d'Herbert Samuel, on décide de consacrer l'état de fait, c'est-à-dire de créer un émirat de Transjordanie qui sera confié à Abdallah, qui sera un émir. Alors, comme on a des doutes sur sa personnalité, ce sera un émirat à durée déterminée, enfin, il sera mis à l'essai. Si au bout de quelques mois il n'est pas satisfaisant, on le changera. Donc, l'ensemble des décisions est terminé le 20 mars et ratifié à Londres par le gouvernement britannique le 22 mars. Et le 24 mars, Churchill et Lawrence se rendent en Palestine. Alors, les manifestants arabes multiplient les actes d'hostilité, mais Lawrence, en général, ne traduit pas à Churchill les insanités que la foule arabe lui adresse. Donc, Churchill est souvent persuadé qu'on l'applaudit. Bon, maintenant, ce problème ne se pose plus, parce que maintenant, les manifestants mettent des panneaux en anglais. Mais à l'époque, ça ne faisait pas. Donc, le but, c'est de rencontrer Abdallah le 28 à Jérusalem. Et donc, Abdallah dit, si je n'ai pas la Syrie, vous pouvez me donner la Palestine. Après tout, je peux m'entendre avec les Juifs et les réconcilier avec les Arabes, mais Churchill n'est pas vraiment convaincu. Et de toute façon, Samuel dit qu'il n'y a pas question pour l'instant d'établir un État juif. Il faudra plusieurs décennies pour que cette question puisse vraiment se soulever. Donc, l'accord est obtenu le 30 mars 1921. Abdallah sera émir de Transjordanie avec période d'essai de 6 mois et engagement à ne prendre aucune action contre les Français
et contre les sionistes. Alors qu'il semble qu'en termes polis, il y ait eu un petit malentendu entre Churchill et Abdallah, au sens où Abdallah semble avoir compris que l'Angleterre s'engageait à lui donner le trône de Syrie quand les Français quitteraient la Syrie. On peut peut-être penser aussi qu'il y a encore un problème de traduction de la part de T. Lawrence. Si je le rappelle, n'est pas la première fois que les traductions de Lawrence laissent quelques doutes aux autres interlocuteurs. Alors, toujours est-il, et ce sera important pour la suite du Proche-Orient, c'est que Abdallah est absolument persuadé qu'on lui a promis un trône de Syrie et il s'y tiendra jusqu'à sa mort en 1951. Alors, la visite de Churchill n'a pas apaisé les tensions en Palestine et de nouvelles émeutes éclatent à l'occasion du 1er mai 1921, et les Arabes ne supportant pas cette fête socialiste communiste, puisque les militants de gauche fêtent le 1er mai, qui, je rappelle, à l'époque est une fête révolutionnaire. Hein. Elle n'a pas été du tout domestiquée comme elle est aujourd'hui. Pour calmer la situation, Samuel a suspendu l'émigration juive et on entame de nouvelles négociations à Jérusalem puis à Londres pour essayer de trouver une solution politique entre juifs et arabes en Palestine, mais cela ne donne rien. Toujours est-il qu'en Syrie, le 23 juin 1921, il y a eu une tentative d'assassinat de Gouraud, qui était en visite dans le sud de la Syrie, et Gouraud est persuadé, certainement à juste titre, que l'attentat a été organisé à partir de la Transjordanie, et il pense même que Abdallah a été en sous-main, donc il n'est plus du tout question de la part des Français d'accepter une moindre prétention de Abdallah sur un trône de Transjordanie. Ce sera plutôt, jusqu'à la fin du mandat français, une tension permanente entre le mandat français et la Transjordanie. Alors, T. Lawrence va rester quelques semaines, quelques mois comme premier représentant britannique en Jordanie, à Amman, qui est une petite ville de quelques milliers d'habitants, 3 ou 4 000 à ce moment-là. Et puis ensuite, il cherchera à négocier, à traiter avec Hussein, on le verra, mais ça ne marchera pas. Et puis finalement, c'est le grand basculement, puisqu'il va abandonner toutes ses fonctions officielles pour s'engager sur un autre nom, comme simple soldat dans l'armée britannique. Et c'est la seconde partie du cycle de l'aventure de Lawrence, qui, je le rappelle, peut être considérée comme une des grandes aventures spirituelles ou métaphysiques du XXe siècle. Et en plus, c'est un très grand écrivain. Mais donc, en 21, Lawrence va disparaître de la scène politique pour voir apparaître d'abord le soldat Ross, puis ensuite le soldat Shaw de l'armée britannique. Donc, ce n'est qu'en 1922 vraiment que la situation va se stabiliser en Transjordanie, petit État de moins de 250 000 habitants à l'époque, dont la principale fonction est de protéger la Palestine mandataire des incursions bédouines et d'assurer la continuité territoriale avec l'Irak, permettant de faire passer une route terrestre et une route aérienne entre la Palestine et l'Irak, et ultérieurement un oléoduc. Tout ce petit État dépend d'un subside britannique annuel de l'ordre de 100 000 livres sterling, au moins au début, et il faut veiller à ce que Abdallah ne dépense pas, à tort ou à travers, cet argent. Ce que les Britanniques ne comprennent pas, c'est ceux qui prennent pour des dépenses de gamins. C'est en fait une stratégie de Abdallah de se rallier les notables par des dons, des cadeaux, et de construire des loyautés dans une société où il est étranger. Lui, il vient du Hedjaz et il a été formé à Constantinople, Abdallah. Il n'a aucun ancrage sur place.
Donc l'argent lui sert à rallier à lui les principales lignées tribales sédentaires ou bédouines de la Transjordanie. Parce que on vous dit toujours qu'ils sont des Bédouins. En fait, il y a beaucoup de paysans en Transjordanie déjà à cette époque, mais les populations paysannes sont dans des structures tribales. Donc il vaut mieux parler de structures tribales que de Bédouins pour la Transjordanie. Alors en Irak, l'amnistie générale a permis de préparer l'arrivée de Faisal. Ce dernier quitte l'Angleterre au début d'avril 1921, d'abord pour s'installer en Égypte, où il rencontre pour la dernière fois T. Lawrence. Il réunit un certain nombre de ses anciens compagnons, s'engageant à ne pas faire la guerre aux Français et aux Wahhabites. Tirant les leçons de l'expérience syrienne, il est prêt à accepter le mandat dans la perspective d'agir constamment pour obtenir une indépendance complète. C'est-à-dire que maintenant, il a compris qu'il fallait s'engager dans une démarche gradualiste et non pas du tout dans la désastreuse inflexibilité qui a mis fin à son trône de Syrie. Ensuite, il s'embarque à Suez, s'arrête à Jeddah pour saluer son père qu'il n'a pas vu depuis plusieurs années. Et ensuite, il monte sur un croiseur britannique et il arrive à Basra le 23 juin 1921. Comme la Syrie, mais de façon différente, l'Irak comprend une importante diversité religieuse et ethnique. La guerre a consacré la prépondérance des chefs tribaux sunnites ou chiites, soutiens ou adversaires des Britanniques. Faisal est un inconnu, sauf pour les anciens officiers de l'armée ottomane. Mais les Hachémites ont une certaine popularité puisqu'ils sont descendants du prophète. Et ceci a une importance conséquente dans la population chiite. De surcroît, les chiites aussi voient assez bien Faisal, puisqu'il y a une inimitié mortelle entre les Hachémites et les Wahhabites. Or, les chiites d'Irak ont une peur terrible des Wahhabites, on a vu ça ce matin. Et donc, c'est aussi un trait commun entre Faisal et les chiites, cette commune hostilité aux Wahhabites. Alors, on fait une bonne élection à la britannique, c'est-à-dire que les autres candidats éventuels au trône d'Irak ont été gentiment dissuadés, et s'ils n'ont pas compris, ils ont été exilés. Donc, de ce fait-là, l'élection de Faisal par référendum se passe bien, puisqu'il est le candidat unique, et les notables font allégeance à Faisal, les grands religieux chiites avec une certaine froideur, et après référendum dans les conditions décrites, Faisal est couronné roi le 23 août 1921. Mais on voit que tout ça, c'est un peu pauvre. Hein. C'était une cérémonie improvisée avec peu de moyens, il n'y a pas d'argent en caisse, ou quoi que ce soit. Alors, après la fin de la guerre, les relations entre la Grande-Bretagne et les Djaz se sont tendues. Le roi Hussein a un comportement de plus en plus erratique, ce qui a rendu son régime impopulaire, mais en dehors de son côté erratique dans sa gestion administrative, qui est réelle, surtout sa grande erreur, c'est de se rendre insupportable aux Britanniques, puisqu'il refuse d'accepter les traités issus de la Grande Guerre. Et là, c'est vraiment, pour les Britanniques, un cas de folie, au sens clinique du terme. Donc, les Britanniques, en représailles, ont commencé à lui couper les vivres, ce qui est totalement fait à partir de février 1920, en lui promettant de reprendre les versements s'il signe, s'il accepte les traités. Et Hussein refuse, considérant que les sommes sont dérisoires et que son honneur est engagé. En revanche, Ibn Saoud, de l'autre côté, on reverra ça plus en détail ensuite, accepte les subsides britanniques
s'engageant seulement à ne pas attaquer la Mésopotamie, le Koweït et le Hedjaz. En revanche, les Britanniques n'arrivent pas à faire des solutions de compromis entre le Hedjaz et le Nejd tenu par les Wahhabites. Alors, la question importante à ce moment-là, c'est toujours le pèlerinage à la Mecque. Vous vous rappelez, je vous ai expliqué les fois précédentes que les Français avaient organisé un pèlerinage colonial à la Mecque à partir de 1916, et les Britanniques font à peu près la même chose à partir de leur empire. Et le problème, c'est la quarantaine pour bloquer l'expansion du choléra, puisqu'il était connu depuis la fin du XIXe siècle que c'était le pèlerinage à la Mecque qui était le grand vecteur des épidémies de choléra, et donc on avait disposé tout un contrôle sanitaire en Afrique et en Asie pour encadrer le pèlerinage à la Mecque, et ce contrôle sanitaire du pèlerinage est l'organisme qui, après quelques évolutions, deviendra l'Organisation mondiale de la santé. Mais le point de départ, c'est de l'OMS, c'est le contrôle sanitaire du pèlerinage de la Mecque. Et donc, Hussein impose une quarantaine supplémentaire à Djeddah pour les pèlerins, ce qui lui permet de les taxer un peu plus, puisque lui, il est constamment à court d'argent et que les Britanniques ne payent plus. Et d'autre part, donc ça rend Hussein très impopulaire dans le monde musulman que cette taxation des pèlerins. Mais de surcroît se pose la question des pèlerinages étatiques, puisque le Nejd wahhabite, l'Égypte, l'Inde britannique et la France organisent des pèlerinages étatiques avec éventuellement des protections militaires. Et ceci empiète sur la souveraineté du Hedjaz. Donc il y a des tensions internationales qui sont engendrées par la question des pèlerinages organisés par les États, dont en particulier les deux empires coloniaux. D'où la difficulté pour Hussein. Alors au second semestre 1921, le rétablissement de la situation britannique est spectaculaire grâce au dynamisme de Winston Churchill. Et donc, c'est le triomphe de l'école représenté par le Middle East Department, qui est largement peuplé de gens qui ont travaillé au Caire durant la Première Guerre mondiale. C'est la poursuite de l'équipe du Caire, mais maintenant, ils sont à Londres. En gros, la synthèse, c'est le self-determination, interprété comme une variante de la domination indirecte, avec un abaissement drastique des coûts de domination, mais aussi un vrai souci de construction de l'État, voire de la nation. C'est toute la complexité de la politique britannique, gérée au moindre coût par le biais d'élites indigènes, mais en construisant un État et éventuellement une nation. Voilà le projet du Middle East Department en 1921 avec la création de la Transjordanie et de l'Irak. Alors cet éclatant succès de la politique britannique va immédiatement être assombri par le désastre grec. Encouragé par Lloyd George, en dépit des avertissements des Alliés, l'armée grecque avait progressé considérablement en Anatolie. Néanmoins, son avancée s'était arrêtée avec une bataille mineure à Innu en janvier 1921. Du coup, on avait organisé une nouvelle conférence à Londres pour réunir les belligérants. On a invité les belligérants à venir à Londres lors de la conférence interalliée de Londres, qui traite de toutes sortes d'autres dossiers, le principal étant le paiement des réparations allemandes.
Parce qu'il faut comprendre qu'au début des années 20, il y a la SDN qui est en train de se mettre en état de fonctionnement, mais les Alliés continuent à gérer les dossiers par conférence interalliée. Alors, la discussion de Londres porte sur la possibilité de trouver une solution politique, c'est-à-dire de modifier le traité de Sèvres, et les Grecs se déclarent confiants dans l'avenir, ils sont sûrs d'écraser les kémalistes, ce qui surprend les Français, parce que les Français ont suffisamment de problèmes en Cilicie pour se rendre compte que le morceau est dur à avaler. Et Gouraud, qui est présent, dit c'est pas possible, les Grecs ne pourront jamais prendre le contrôle de l'Anatolie, c'est un fort retranché naturel, ils n'arriveront pas à casser la défense kémaliste. Le projet déposé par les kémalistes, c'est donc la totalité des territoires non peuplés d'Arabes de l'Empire ottoman en 1914. Les minorités établies en Turquie disposeront de droits accordés aux minorités par les autres traités, avec statut d'équivalence pour les musulmans qui se retrouveront dans des États sortis de la fin de l'Empire ottoman. Alors, ce que les Alliés proposent à ce moment-là, c'est de faire un recensement des populations en Thrace et dans la région de Smyrne pour savoir qui est plus important numériquement, les Grecs ou les Turcs. Et c'est à partir d'un arbitrage sur la population qu'on arriverait à un accord. Pour l'Arménie, c'est pratiquement une hypothèse d'école, puisque l'Arménie n'existe plus, sauf la partie de l'ancienne Arménie russe, mais elle est maintenant conquise par l'armée rouge. Donc, on prend acte qu'il n'y aura pas un second État arménien en Anatolie, et on prend acte que les Kurdes se sont ralliés aux kémalistes pour les raisons que j'avais déjà indiquées, c'est-à-dire entre autres le partage des dépouilles du génocide de 1915.